Ça, donc ce sont un petit peu les questions qu'il va falloir se poser au préambule. C'est d'abord qui connaît exactement le statut juridique qu'il va choisir. On va étudier différents statuts juridiques, on va étudier de l'entreprise individuelle, on va aussi étudier donc de la société commerciale et d'autres. On va regarder donc tout ce qui correspond à l'entreprise individuelle, que ce soit la micro-entreprise, l'entreprise individuelle au réel ou maintenant l'EIRL, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. Et au niveau des aspects donc société commerciale, on discutera donc de la SARL ou de l'URL quand vous êtes unique associé, donc que ce soit à l'IR, à l'IS ou SAS, SASU, idem relevant donc de l'IS et les autres formes de société. La première question qu'il faut vous poser et qu'il faut bien arriver à se situer dans la démarche de la création d'entreprise, c'est où est-ce que vous vous situez. Il y a plusieurs étapes avant la création. La première, c'est l'adéquation au projet. Ensuite, de faire une étude de marché, être en capacité de se positionner sur le marché par rapport aux concurrents, par rapport à la demande, voir si la création sera viable pour vous selon les attentes que vous avez. Les prévisions financières, donc notamment la réalisation d'un prévisionnel. On peut également faire un accompagnement aux banques pour aller au bout de l'accompagnement. Et nous, on va se situer dans le cadre juridique, fiscal et social. C'est aujourd'hui donc le point qu'on va aborder. Et on fera aussi une petite aparté donc, sur les aides dans lesquelles vous pouvez avoir droit pour pouvoir faciliter la création donc, de votre structure. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a deux formes juridiques en France. Il y a la forme donc individuelle, qu'on retrouve notamment donc, en entreprise individuelle et sociétaire. Donc là, où on retrouvera tout ce qui est SARL, SAS, SA, avec après donc, leur forme individuelle. Ces deux structures-là, elles peuvent être possibles dans des activités qui sont commerciales, artisanales, industrielles, agricoles ou en profession libérale. Il faut faire attention, il y a des secteurs d'activité dans lesquels on n'a pas le choix, notamment tout ce qui correspond aux activités de débit de tabac. Là, nous allons avoir donc des formes, des statuts juridiques qui sont imposés. Ça sera soit une entreprise individuelle, soit une EIRL ou une USNC. On ne pourra pas créer donc d'SAS ou d'SARL, notamment pour les débits de tabac. Il en est de même pour certaines activités donc libérales, où là, on sera en SEL ou en SFP. Donc, s'il y a des personnes dans l'Assemblée qui souhaitent donc s'installer en débit de tabac ou en activité libérale, il faut savoir que déjà, il y a une première réglementation qui va donc vous imposer une forme juridique. On verra, on va les étudier un petit peu plus tard. La première que je vais vous présenter, c'est l'entreprise individuelle. L'entreprise individuelle, c'est un entrepreneur, c'est une personne physique, c'est vous, c'est moi, et il y a une unicité de patrimoine. Donc, c'est un terme qu'il faut bien comprendre. Ça veut dire que le patrimoine professionnel et personnel est commun. C'est pour ça qu'on appelle ça la responsabilité indéfinie, c'est-à-dire qu'au niveau des dettes de l'entreprise sur l'ensemble des biens, il faut savoir que même les biens qui sont acquis avec votre conjoint sous le régime légal de la communauté. Donc, que ce soit votre entreprise ou votre maison, c'est le même patrimoine, pro et perso, il est commun. Le gros inconvénient de l'entreprise individuelle, c'est que tous les biens sont saisissables par les créanciers. Créanciers professionnels, les fournisseurs, les personnels, sauf la résidence principale. Il y a deux aménagements. La première, c'est protéger les biens immobiliers non affectés à l'activité professionnelle en effectuant une déclaration auprès de votre notaire d'insaisibilité. D'ininsaisibilité, donc ça c'est important, il faut le faire systématiquement pour que vous puissiez, voilà, en cas de cession donc, de votre activité individuelle où il y aurait des dettes, de pouvoir conserver votre résidence. Et ensuite, c'est opter
opter donc pour le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'EIRL, en déclarant un patrimoine d'affectation ou seul gage d'écréancier professionnel. Le régime fiscal pour les entreprises individuelles, de base, il a l'impôt sur le revenu. Idem, que ce soit pour les BNC, les bénéfices non commerciaux, donc les professions libérales, ou les BIC, donc l'achat-revente et la prestation de services. Au niveau du régime social, anciennement le RSI, aujourd'hui le SSI, la sécurité sociale des indépendants, ça correspond à peu près à un prélèvement de 44% de votre résultat imposable. Au niveau des options possibles, vous pouvez donc, pour le régime de la micro, opter soit pour le régime de la micro-entreprise ou alors au régime de l'impôt sur les sociétés. Excusez-moi, je vais revenir en arrière. Si donc vous êtes en EIRL. L'entreprise individuelle, de fait, quand vous êtes au régime de la micro-entreprise, c'est encore auto-entrepreneur. Il faut savoir qu'au régime du micro, vous du régime micro fiscalement et socialement pour les paiements de vos cotisations. Le seuil pour pouvoir donc basculer au niveau des chiffres d'affaires au réel, faudra, donc pour rester au micro, il ne faut pas dépasser donc 170 000 € de chiffre d'affaires pour une activité de commerce ou de fourniture de logement et de 70 000 € pour une activité donc de prestation de services ou de profession libérale. Fiscalement, vous êtes en franchise de TVA qui sont soumis à des seuils avec un abattement donc forfaitaire sur le chiffre d'affaires, mais une option possible au prélèvement libératoire. Alors, au niveau fiscal, ça va dépendre de la catégorie dans laquelle vous vous situez. Si vous êtes donc en BIC, l'abattement fiscal sera de 50% de votre chiffre d'affaires. Si vous êtes en BNC, il sera de 34%. Vous donc déclarez 10 000 € de chiffre d'affaires. Fiscalement, vous serez, donc si vous êtes en BIC, votre imposition sera basée sur 5 000 €, donc 50% de votre chiffre d'affaires, et 6 400 si vous êtes en BNC. Au niveau donc de la franchise de TVA, idem, il y a des dépassements de seuil de TVA. Ça va correspondre également donc à vos activités. Posez-moi des questions dans le chat au niveau des activités si vous avez des questions sur la TVA, parce que à chaque métier, à chaque catégorie, on aura des seuils différents. Le régime social du micro-entrepreneur est attaché donc à la SSI et le montant des charges et des cotisations est calculé sur un taux forfaitaire. Au micro, on ne va pas chercher à définir un résultat. On va à chaque fois s'attacher à votre chiffre d'affaires sur lequel on va imputer un abattement. On l'a vu au niveau fiscal, au niveau social, le calcul, il se calcule donc de 12,8% pour toute activité de commerce et vos cotisations correspondront à 22% de votre chiffre d'affaires pour les activités de services ou les professions libérales. Je ne vous ai pas parlé du prélèvement libératoire au niveau du régime fiscal. Le prélèvement libératoire, c'est un autre mode de calcul de l'impôt. Quand vous déclarez donc un pourcentage de votre chiffre d'affaires en tant que revenu à la micro-entreprise, vous la déclarez ensuite dans vos déclarations de revenus personnels. Elles vont s'ajouter aux revenus du conjoint, aux revenus fonciers, et après vont être imposées selon le taux marginal d'imposition. Le prélèvement libératoire, il est différent. Donc, je vous expliquais que le prélèvement libératoire, c'est un autre mode de calcul de l'impôt. Quand on est donc en micro-entreprise, je vous expliquais donc qu'il y avait un abattement qui correspond sur votre chiffre d'affaires, parce qu'on ne va pas chercher donc le résultat, mais on va juste se faire une fixette sur le chiffre d'affaires. Quand on détermine, donc, par exemple, en BIC, vous avez un abattement de 50% de votre chiffre d'affaires. Donc, pour quelqu'un qui aurait un chiffre d'affaires annuel de 10 000 €, il aurait à déclarer fiscalement 5 000 € de revenus de son activité en micro-entreprise. Ce revenu-là, il va être rajouté dans vos déclarations de revenus donc personnels, aux revenus de votre conjoint, aux revenus fonciers si vous en avez. Et en fait, du coup, ça va rentrer, ça va se cumuler et vous paierez le montant de l'impôt selon ce qu'on appelle, nous,
le taux marginal d'imposition. Donc, si vous êtes à 30%, ben voilà, après, vous en paierez autant. Le mode de versement libératoire forfaitaire, il est différent. On va oublier l'abattement. Par contre, on va partir du principe que 2% de votre chiffre d'affaires correspond à votre montant, à votre impôt. Donc ça, c'est vraiment à voir au cas par cas. Il y a des conditions aussi avec des plafonds, donc au niveau des revenus à ne pas dépasser pour pouvoir faire l'option au prélèvement libératoire forfaitaire. Alors après, on rentre dans des données qui sont beaucoup plus techniques. S'il y a des personnes qui se posent des questions, voilà, il ne faudra pas hésiter à me recontacter au niveau du versement libératoire. Et puis on regardera au cas par cas si du coup ils ont la possibilité donc d'opter ou pas au prélèvement libératoire forfaitaire. On va passer à l'EURL. Alors, l'EURL, là, on va rentrer dans les créations de personnes morales, de sociétés qu'on appelle aussi dites commerciales à responsabilité donc limitée aux apports. Il faut tout d'abord savoir que l'EURL, donc c'est la SARL, donc à associé unique. C'est la petite sœur. C'est une création d'une personne morale qui impose donc une rédaction de statut juridique. Nous sommes nous-mêmes en capacité de vous accompagner également dans la rédaction des statuts. Vous pouvez aussi donc les faire vous-même ou donc faire appel à un avocat. La société, elle a des obligations. La première chose, elle doit avoir un nom. Alors, la société aura un nom qui peut être également différent du nom commercial. Vous pouvez très bien vous appeler URL Tartampion et avoir un nom commercial différent qui soit un peu plus parlant pour les clients. La société doit également avoir une domiciliation et doit disposer d'un minimum d'apport. Cet apport-là, il doit faire face aux premiers investissements, aux premières dépenses. C'est ce qu'on appelle le capital social. Il n'y a pas de minimum. Donc, en société responsabilité, au niveau du montant du capital, vous pouvez créer une société avec 1 euro de capital. C'est l'euro symbolique. Il doit être le minimum du capital. Attention toutefois, le capital, c'est votre trésorerie de départ, c'est celui qui doit vous aider à faire face aux premières sorties d'argent, aux premières dépenses, en attendant donc voilà, l'entrée de votre chiffre d'affaires, de vos prestations de services, pour que vous puissiez ensuite être en autosuffisance au niveau financier. Donc c'est pour ça que si vous allez aux banques avec une société à 1 euro de capital, soit le chiffre d'affaires rentre dès le lendemain, ou en tout cas avant les sorties de trésorerie, avant les dépenses, soit la banque ne vous suivra, à mon avis, pas, parce que du coup, ils ne croiront pas en votre projet. Il faut un minimum de capital. Ce capital, on sera en capacité de le définir au moment du prévisionnel. La responsabilité, elle est limitée à l'apport du capital social. On a vu, dans tout ce qui est entreprise individuelle, vous avez donc un patrimoine personnel et professionnel qui est commun. Là, ce n'est pas le cas. Si vous avez un capital de 5 000 euros, sauf donc en cas de faute de gestion grave, détournement, blanchiment, on ne pourra pas aller plus loin au niveau de la récupération d'argent, notamment pour tout ce qui est fournisseurs, les banques, l'État, au-delà du montant du capital social. Donc, pour un exemple de 5 000 euros, on ne pourra pas aller plus loin que 5 000 euros. On ne pourra pas saisir votre maison, sauf, je reviens donc sur une faute de gestion avérée. Vous êtes un associé unique, personne physique ou morale. Donc, ça peut être monsieur ou madame ou une autre structure. Au niveau fiscal, vous êtes à l'impôt sur le revenu avec une option possible à l'impôt sur les sociétés. C'est une option qui est irrévocable. Une fois que vous passez à l'impôt sur les sociétés, vous y restez. Alors, pour le moment, c'est comme ça. Dans le futur, il y aura certainement un retour possible à l'impôt sur le revenu. Maintenant, il y aura des conséquences qui seront autres au niveau fiscal, notamment au niveau des plus-values. Voilà, on abordera ça peut-être de manière plus personnelle, parce qu'il y a des conséquences fiscales derrière. Au niveau du régime social, donc SRL, URL, on va rester sur le SSI, donc anciennement le RSI. Toujours pareil, 44% de votre résultat imposable ou de votre rémunération si vous êtes à l'IS. Il est important à noter que si vous êtes à l'impôt sur le revenu, le résultat de l'URL va être assimilé à votre résultat imposable. Donc, idem, vous le déclarerez dans vos revenus, vos déclarations de revenus personnels.
Si la société est à l'impôt sur les sociétés, elle paiera elle-même son propre impôt sur son résultat et vous, de votre côté, vous aurez qu'à déclarer à ce moment-là, dans votre déclaration de revenus personnelle, la rémunération que vous avez donc eue à travers cette société. Une comptabilité est obligatoire et un dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce également. Idem, il faudra bien envoyer au tribunal de commerce chaque année l'assemblée générale, donc c'est une obligation que vous devez faire pour approuver les comptes et notamment aussi la rémunération et l'affectation du résultat annuel. Il faut noter une chose, tout ce qui est entreprise individuelle, vous devez obligatoirement avoir au moins un résultat de déterminé par année civile. Donc, pour les gens qui se créent, par exemple, au 1er décembre, il faut savoir qu'au 31 décembre, vous aurez obligatoirement soit une clôture provisoire, soit une clôture définitive de l'exercice pour pouvoir déposer donc, et mettre dans votre déclaration de revenus personnels un résultat. Les personnes qui sont en l'IS, ce n'est pas la même chose, vu que la société paye elle-même son impôt, vous avez une possibilité de faire un exercice long en première année de 23 mois maximum. Donc, des gens qui se créent en société à l'IS pourraient très bien faire une création de société au 1er décembre avec 2020 et une première clôture au 31 décembre 2021. On a vu la petite sœur, on va maintenant voir la grande sœur, c'est la SARL, c'est pareil, c'est une personne morale. Les règles de fonctionnement, donc, fixées par le Code du commerce, ce sera la rédaction de statut juridique, le droit de vote, donc des associés proportionnellement au nombre de parts détenues, une tenue d'assemblée générale et la nomination d'un gérant. On parle de gérant en SARL et URL, on parle de président en SAS ou SASU. Il y a un nombre minimum d'associer ces deux, parce que si vous êtes tout seul, on l'a vu précédemment, vous serez en EURL. La responsabilité, idem que pour la petite sœur, elle est toujours limitée aux apports en capital social. Là, il y a une différence, vous êtes de plein droit à l'IS, avec une option possible à l'impôt sur le revenu. Le régime social, si vous êtes gérant majoritaire, vous êtes au SSI. Si vous êtes gérant minoritaire, vous êtes au régime général. Toujours pareil, une comptabilité obligatoire certifiée par un expert comptable, un dépôt des comptes au greffe du tribunal du commerce, idem pour l'Assemblée générale. Ça, EURL, SARL, ça ne change pas. La cousine de la SARL, c'est la SAS. Donc, c'est une création d'une personne morale. La différence est que là, on va avoir une vraie liberté dans la rédaction de statut. Le capital va être librement fixé par les associés, avec une possibilité, et ça c'est important, de dissocier les droits de vote et le nombre de parts détenues, ce qui n'était pas le cas dans la SARL. La responsabilité, elle est également limitée aux apports, toujours pareil, sauf faute de gestion. Il y a un associé minimum, pas d'associé maximum. Si vous êtes donc seul et unique associé, à ce moment-là, on parlera de SASU et plus de SAS. À partir de 2, on sera en SAS. Le régime fiscal, il est comme un SARL, il est avant tout sur l'impôt sur les sociétés avec une option possible sur l'impôt sur les revenus. Le régime social, là, il est différent. Vous n'êtes plus gérant, mais vous êtes président, je vous l'avais dit. Le président, il est assimilé salarié et relève du régime général de la sécurité sociale. Les charges sociales sont environ 82% de la rémunération nette. Attention, si vous êtes assimilé salarié, il faut bien voir une chose, c'est que quand vous êtes assimilé salarié, vous êtes au régime général de la sécurité sociale, mais vous ne cotisez pas au chômage. Les gens qui choisiraient une SAS ou une SASU pour avoir donc le statut d'assimilé salarié, mais qui penseraient aussi donc avoir le droit au chômage si elle vient à ne pas fonctionner, c'est une erreur, vous n'aurez pas le droit au chômage in fine. Il y a une différence. Alors, quand choisir la SARL, quand choisir la SAS, ça sera surtout par rapport notamment au statut du dirigeant, savoir s'il veut être ce qu'on appelle
travailleurs non salariés, TNS, donc au SSI ou au régime général. Si les personnes ont des questions là-dessus, si c'est leur point d'interrogation, notez-le moi bien dans le chat, je reviendrai vers vous, parce que là, on va être vraiment sur du cas par cas. Il y aura une histoire d'âge, de carrière professionnelle, il y aura une histoire de rémunération ou pas, de savoir si vous voulez prendre que des dividendes ou pas. Voilà, donc n'hésitez pas à me l'indiquer donc, dans le chat et on en discutera individuellement après. Idem, une comptabilité est obligatoire, dépôt des comptes au greffe du tribunal du commerce également. Vu en SAS, il y avait 2 associés. Quand vous êtes tout seul, c'est une SASU, c'est une société par action simplifiée unipersonnelle. Ça ne change pas grand-chose. Le capital est librement fixé. Donc, idem, capital minimum à 1 euro, liberté de rédaction de statut, nombre d'associés est égal à 1, sinon on repasse en SAS. La responsabilité est toujours limitée aux apports. Vous faites toujours, donc, vous êtes de plein droit à l'impôt sur les sociétés avec une option à l'impôt sur le revenu. Et là, donc, le président est assimilé salarié et relève donc naturellement du régime général de la sécurité sociale avec donc des charges qui correspondent à 82% de la rémunération nette. Toujours les mêmes obligations, comptabilité et dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce ainsi que le procès d'assemblée générale. On vous l'enverra sous forme de PowerPoint. Ici, vous allez pouvoir retrouver les vraies différences selon du coup les statuts. Vous soyez donc en entreprise ou micro-entreprise, en individuel ou réel classique, à l'EURL, EURL, SASU, et ensuite, donc, quand vous êtes plusieurs, SARL et SAS. On retrouvera les responsabilités. Vous avez vu que quand vous êtes seul, elles sont illimitées en entreprise individuelle et limitées en EURL et surtout limitées au capital social que vous avez apporté sous les formes EURL, SASU, SARL, SAS. Vous êtes donc en personne morale dès que vous êtes sous une forme sociétaire et individuelle quand vous êtes en entreprise individuelle. Vous êtes de plein droit au micro en individuel et une possibilité aussi de le faire donc en EURL. Pour toutes les autres formes, vous êtes de fait au réel. La fiscalité sur l'impôt sur le revenu, on l'a vu. La TVA, je vous ai expliqué qu'on était en franchise sous certaines conditions. Donc là, pareil, on fera du cas par cas. La fiscalité à l'IS, on l'a vu également. Le social, donc TNS, c'est quand vous relevez du SSI, anciennement le RSI, ce qu'on appelle le statut des travailleurs non salariés. Et ensuite, donc, vous avez pour la SASU un statut d'assimilé salarié qu'on retrouve également sur la SAS et sur la SARL, sauf si vous êtes donc gérant majoritaire, dans quel cas vous êtes TNS. Voilà, je vous l'enverrai en PDF, comme ça vous aurez ce tableau récapitulatif, vous pourrez aussi voir où donc, vous vous situez. Comment choisir? Il y a déjà des premières questions à se poser, savoir si vous voulez rester seul, si vous voulez être plusieurs, donc si vous voulez vous associer ou pas. Après, il y a des différences de fonctionnement. Quand on est dans une entreprise individuelle, le fonctionnement est plutôt simple, il n'y a pas d'assemblée générale à faire toutes les années. On est sur une tenue de comptabilité qui est obligatoire ou pas, selon si on est en micro ou si on est au réel. L'entreprise sociétaire, elle, il y a un formalisme qui est obligatoire et il y a des autorisations des associés. Quand vous êtes tout seul en EU ou en SASU, c'est plutôt simple à avoir vos propres décisions. Quand vous êtes plusieurs, il y aura quand même l'autorisation des autres associés. Il y a un coût qui est aussi différent. Quand en entreprise individuelle, nous n'avons pas de création juridique, nous n'avons pas de dépenses supplémentaires liées au fonctionnement, c'est-à-dire notamment tout ce qui est annuel, les assemblées générales ordinaires et les assemblées générales extraordinaires. Donc, c'est un formalisme juridique qui a un coût annuel. Donc, voilà, il y a un coût de démarrage qui est lié à la création juridique et puis après, il y a du récurrent avec le procès d'assemblée générale annuelle. Ça, c'est des charges que vous n'aurez pas en entreprise individuelle. Au niveau du régime fiscal, faudra comparer l'impôt sur les sociétés avec l'impôt sur les revenus. J'ai vu qu'il y avait une question qui m'avait été posée là-dessus. Donc, c'est du cas par cas, voir si vous avez intérêt à être sur l'impôt sur les sociétés ou sur l'impôt sur les revenus. Ça va notamment dépendre de votre situation personnelle. Et le régime fiscal, là, il faudra se rapprocher donc, du statut de travailleur non salarié ou à celui d'assimilé salarié. Ça va dépendre si vous êtes donc notamment en entreprise individuelle, en SARL ou en SAS. Ça va aussi dépendre de votre développement. Aujourd'hui, vous êtes seul, demain, vous vous associez. Alors,
Si demain, vous avez besoin de quelqu'un, est-ce que la première question sera j'embauche? Est-ce que je m'associe? Est-ce que vous avez besoin de créer sans investir? Est-ce qu'il faudra investir dans le futur? Tout ça, c'est des questions qu'il faut vous poser, notamment lors de la réalisation du prévisionnel. Comme ça vous donnera une feuille de route à suivre et ça vous donnera aussi, voilà, savoir si vous avez intérêt à partir d'emblée en société commerciale ou en entreprise individuelle. Ensuite, il y a le pôle emploi et le maintien des ARE. Alors, les ARE, c'est ce qu'on appelle tout simplement le chômage. Pour ceux qui ont des droits pleins, donc ils peuvent avoir la possibilité de maintien des ARE lors de son activité professionnelle pendant 24 mois maximum, ou une aide à la reprise et à la création d'entreprises où là on va avoir un pourcentage de votre capital chômage qui vous sera versé en 2 fois à 6 mois d'intervalle. C'est ce qu'on appelle l'ARS. Là, pareil, s'il y a des personnes qui ont des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je reviendrai vers vous parce que là, on va rentrer vraiment dans le sujet plutôt personnel. Voilà, on est en capacité également de vous accompagner. Pour ceux qui passeraient par Pôle emploi, il faut savoir que les conseillers, normalement, doivent être aussi spécialisés dans la création d'entreprises, ou en tout cas pour le volet Pôle emploi. Il faut savoir que si vous êtes au chômage en entreprise individuelle, vous n'aurez pas 100% de vos droits chômage, mais vous aurez ce qu'on appelle un ARE provisoire de 70%. Si vous êtes en société commerciale, on pourra, via l'expert comptable, faire une attestation de non-prélèvement pour que vous puissiez percevoir le temps de votre droit au chômage, donc des ARE à 100%, puisque vous ne prélèverez absolument rien sur la structure. C'est notamment aussi une différence qui est notable entre l'entreprise individuelle, micro ou réelle, et les sociétés. Pour ça, notamment au niveau de tout ce qui est financement, il y aura des partenariats avec la BPI France qui peuvent vous accompagner. Et puis n'hésitez pas à aller voir notamment ce site de Serre France ou à me contacter directement pour qu'on puisse vous guider, vous orienter, vous donner ne serait-ce que des informations selon le stade où vous en êtes pour pouvoir avoir l'esprit un peu plus clair. Là, je vais vous parler un peu plus de Serre France. Donc, on a lancé Serre France Créateur, c'est un accompagnement qui est spécifique donc, pour les personnes qui ont des projets, donc que ce soit avant la création jusqu'à la reprise. On va vous accompagner d'abord pour trouver les financements. Il y a le prévisionnel, on vous accompagnera également aux banques. Le prévisionnel, de fait, vous permettra de choisir le meilleur statut juridique, fiscal et social. Alors, pour ceux qui peuvent avoir des questions, le prévisionnel, c'est un travail à 4 mains. C'est un travail qu'on va faire ensemble. Mais pour pouvoir faire un prévisionnel, on vous aurez déjà au préalable réalisé une étude de marché, une étude des coûts, être en capacité aussi d'estimer votre chiffre d'affaires qui évoluera au fil des mois, et puis notamment des charges. Également, on aura les charges fixes, notamment les loyers, puis les charges variables qui correspondront aux charges qui seront évolutives selon la quantité de produits réalisés ou de votre chiffre d'affaires. Il faut savoir que chez Serre France, on réalise un prévisionnel donc sur 3 ans, mais qui est basé sur une évolution mensuelle de votre chiffre d'affaires et de vos charges. Voilà, ce qui vous permet, vous, d'avoir après un vrai fil rouge pendant 3 ans de suivi chiffré. Dans les prévisionnels, on est aussi en capacité d'inclure les investissements futurs. On est aussi en capacité d'inclure, pour ceux qui le souhaiteraient, une évolution. Notamment, demain, j'ai besoin de changer de statut, j'ai besoin de m'associer avec quelqu'un, j'ai besoin de recruter, d'avoir des salariés. Ma rémunération peut évoluer parce qu'on a tous des besoins individuels. Voilà, aujourd'hui, oui, je prends que 500 €, mais demain, j'ai une famille et un loyer à payer, j'aurai besoin de 2000, de 2500 €. Est-ce que ça passera ou pas? Pour ça, vous aurez des entretiens avec des interlocuteurs spécialisés, des juristes pour tout ce qui est création juridique, conseiller comptable pour la création. C'est moi-même qui vous accompagnerai dans tout ce process, sur tout ce qui va être prévisionnel et accompagnement au conseil, notamment juridique. On pourra faire des rendez-vous en duo avec des juristes ou avec des experts comptables si vous avez des points un peu plus techniques à aborder. Et ensuite, l'immatriculation via notre service juridique qui pourra notamment faire tout ce qui est création
de société, de URL. Et puis, ben, voilà, le prévisionnel, c'est aussi être en capacité, et c'est aussi notre rôle de pouvoir vous guider dans la réponse, de savoir où est-ce que vous allez. Créer donc Instacrea. Instacrea, c'est une rencontre conseil gratuite. Donc j'ai vu qu'il y a une personne qui avait posé le coût de l'accompagnement. Le premier rendez-vous est gratuit. Il dure 1h30. On va faire un point très précis sur quel statut juridique choisir, quel régime fiscal choisir, quelles seront vos obligations comptables pour démarrer, comment bâtir votre prévisionnel, quelle stratégie commerciale établir donc pour pouvoir démarrer. On va un peu plus loin aussi, on aborde notamment tout ce qui est stratégie de développement commercial au niveau du marketing digital. On a aussi une entité à travers Serfrance qui peut créer des sites internet, qui peut également vous accompagner donc dans tout ce qui est le développement digital, marketing. Notamment en cette période de confinement, c'est plutôt bien d'être également visible sur la toile.